Cet après-midi, alors que c'est aujourd'hui déjà la 800e émission d'Historiquement Vôtre, oui je sais, on ne les fait pas, place à la musique. Je vous raconte un événement qui fête lui ses 200 ans. 200 ans que cette œuvre musicale a résonné pour la première fois au Kärntner Theater de Vienne, où la véritable histoire de la 9e et dernière symphonie de Beethoven. Comment les contemporains de ce compositeur de génie ont-ils accueilli la création de cette œuvre le 7 mai 1824 ? Quelle place a-t-elle dans l'histoire de la musique ? Quel message Beethoven voulait-il faire passer en mettant en musique l'Ode à la joie ? Nous sommes le 7 mai, oui mais 1824. Il y a donc 200 ans jour pour jour à Vienne. Et le théâtre am Kärntner Tor est bondé. Si la loge impériale demeure vide, Ses Majestés ont manifestement autre chose à faire, une foule de curieux s'est-elle entassée au parterre et sur les balcons pour un événement important. Le premier concert public donné depuis 10 ans par un compositeur alors vu par certains comme le plus grand génie du siècle, j'ai nommé Ludwig van Beethoven. Génie pour les initiés, certes, mais depuis quelque temps, le goût viennois est plutôt à l'allégresse de l'opéra italien de Rossini et consorts, et l'on a un peu oublié la grande force créatrice toute germanique de Beethoven. Le compositeur en a bien conscience et prévoyait d'ailleurs de donner ses nouvelles œuvres à Berlin, mais quelques mélomanes et amis l'ont convaincu de choisir la capitale autrichienne qui fut jadis le principal écrin de ses succès. Et le public ne sera pas déçu. La configuration est un peu étonnante. Si Beethoven, 53 ans, prend bien part à la direction, comme le précisent les affiches et les annonces du concert, il n'est pas seul. C'est le chef Michael Umlauf qui tient la baguette. Beethoven est à ses côtés et donne le tempo à chaque reprise, en plus de diverses indications pas toujours compréhensibles. Car comme chacun le sait alors, Beethoven est sourd. Et s'il n'y a pas besoin d'entendre la musique pour la composer, la suivre est en revanche indispensable pour guider comme il se doit le pléthorique orchestre, 82 instrumentistes et le non moins pléthorique chœur de chanteurs qui l'accompagnent pour une soirée qui n'en finit pas de surprendre. Une ouverture orchestrale a lancé le concert suivi de 3 hymnes extraits d'une messe récemment composée avant que ne débute le clou du spectacle, une grande symphonie, la 9e du compositeur qui porte l'étrange surnom de chorale. Une symphonie avec un chœur. Voilà qui a de quoi attiser la curiosité du public quand on sait que cette forme est classiquement réservée au seul orchestre instrumental. Et alors que la dite symphonie a commencé depuis plus de 3/4 d'heure, régulièrement ponctuée de salves d'applaudissements enthousiastes, le chœur, justement, reste plus que discret, puisque aucun chant n'a encore été entonné, quand enfin, le soliste baryton fait résonner sa voix profonde pour entamer un air. Bientôt repris par le chœur tout entier. Cet air, de nos jours extrêmement célèbre, c'est l'Ode à la joie, qui constitue une sorte d'apothéose à la 9e symphonie de Beethoven, œuvre colossale comme on n'en a jamais entendu à l'époque et dont je vous raconte cet après-midi l'histoire. Une histoire commencée il y a très longtemps, bien avant cette première représentation viennoise. Car si c'est en 1824 que le public découvre à Vienne cette symphonie et son ode à la joie, c'est environ 30 ans plus tôt que tout a commencé dans la ville de Bonn. Cette cité des bords du Rhin, à l'ouest de l'Allemagne, a vu naître Ludwig van Beethoven en 1770. Et c'est là qu'il grandit dans une famille relativement modeste. Le père est chanteur et décèle vite les aptitudes de son fils pour la musique. L'enfant semble si doué que Beethoven, père, se met en tête d'en faire un prodige
qu'il pourrait exhiber à l'image du petit Mozart qui, il y a 20 ans à peine, se produisait avec succès devant toutes les cours d'Europe. Or là où Léopold Mozart veillait au bien-être de son enfant, le père Beethoven, manifestement porté sur la bouteille, ne se soucie guère de l'éducation de Ludwig, le retire de l'école et tente même de le faire passer pour plus jeune qu'il n'est, afin d'épater encore plus les auditeurs. Mais l'aventure d'enfant virtuose tourne rapidement court. Le jeune Beethoven n'en est pas moins doué. Remarqué dans les milieux éclairés de sa ville, il jouit de la protection de quelques beaux esprits qui font parfois office de second père tant il préfère s'éloigner du sien. Il joue du violon, du violoncelle, intègre à seulement 14 ans l'orchestre du prince électeur comme organiste assistant, mais se perfectionne surtout au piano, instrument pour lequel il a déjà écrit ses premières sonates. À 18 ans, après la mort de sa mère, Ludwig van Beethoven veille sur ses frères en palliant l'absence paternelle et s'inscrit à l'université de Bonn pour parfaire l'éducation qui lui a malheureusement fait défaut. C'est à partir de ce moment qu'il lit beaucoup et découvre notamment Friedrich von Schiller, dramaturge et poète dont un texte en particulier va toucher son esprit. Il s'agit d'un long poème intitulé « L'Ode à la joie » qui vante dans un lyrisme éclatant les mérites de la fraternité, de la gaieté et du bonheur pour les hommes et le monde. Cet élan est parfaitement en adéquation avec l'âme du jeune Beethoven, tant pour l'exaltation du sentiment que pour les idéaux de paix et de félicité chers à son esprit forgé par les auteurs des Lumières. Beethoven pense alors à mettre en musique ce puissant texte comme il l'a déjà fait pour d'autres poèmes. C'est l'un de ses professeurs de l'université, Ludwig Fischnich, ami du poète Schiller, qu'il écrit lui-même à l'épouse de ce dernier en précisant, je cite, « J'en attends quelque chose de parfait, car pour autant que je le connais, il est tout à fait porté au grand et au sublime. » La prévision va s'avérer clairvoyante. Mais pour l'instant, cette ode à la joie n'est qu'une envie, et il faudra du temps pour qu'elle prenne forme. La même année, en 1792, Beethoven quitte sa ville de Bonn pour Vienne et n'y reviendra jamais. Il faut dire que le grand musicien Joseph Haydn le prend comme élève et quoi de mieux que la capitale autrichienne, alors principal centre musical européen, pour aiguiser son art. Haydn reconnaît un immense talent mais semble un peu agacé par les libertés de celui dont il sent bien qu'il est un être à part. « Vous ne sacrifierez jamais vos pensées à des règles tyranniques, lui écrit-il, mais vous sacrifierez les règles à votre fantaisie, car vous me faites l'impression d'un homme qui a plusieurs têtes, plusieurs cœurs, plusieurs âmes. » La phrase est restée célèbre, car tout est dit. Au bout de 2 ans, Beethoven s'émancipe de Haydn et se perfectionne auprès d'autres professeurs, notamment en composition. Il commence aussi à se forger une réputation dans le milieu musical, en tant que flambant virtuose dont raffole la bonne société viennoise. Dans les salons dorés des princes ou des ambassadeurs, on organise des joutes d'improvisation, au cours desquelles les audaces de Beethoven font se pâmer les mélomanes autant qu'elles peuvent crucifier ses concurrents. Le pianiste Joseph Jelinek, pourtant célèbre et brillant, en fait les frais et aurait même dit de Beethoven « Ce jeune homme doit être de mèche avec le diable ». Petit et trapu, le nez épaté, la peau mate, le front large et les cheveux sombres toujours hirsutes, Beethoven a beau avoir une allure étrange, il se révèle, et se sublime même, en musique, et parvient à charmer par ses talents. Plusieurs aristocrates viennois deviennent de fidèles mécènes et protecteurs, à qui Beethoven dédicacera moult compositions. En plus des représentations privées, il fait éditer des sonates et trios, et donne en 1795 son premier concert public avec un concerto pour piano. La même année, il pose pour la première fois sur la partition une mélodie qui commence à occuper son esprit. On lance. Oui, c'est bien cela, une préfiguration déjà quasiment aboutie de l'air qui deviendra celui de l'Ode à la joie dans la 9e symphonie. Mais ça ne sera que dans 30 ans. En attendant, Beethoven va mener une brillante carrière et connaître des drames. Un surtout.
En 1796, Beethoven se lance avec succès dans une première tournée dans diverses villes germaniques. Installé ensuite à Vienne, il continue les joutes musicales dont certaines deviendront célèbres, fréquente le beau monde, donne des leçons et compose beaucoup, notamment des sonates pour piano, des œuvres orchestrales, et présente en 1800 sa première symphonie en concert. Mais quelque chose ne va pas. Beethoven souffre. Et s'il n'en dit en général rien à personne, il se livre en 1801 dans une lettre à son médecin et ami Franz Wegeler. « Depuis 3 ans, écrit-il, mon audition faiblit. Au théâtre, je dois me placer tout contre l'orchestre. Je n'entends plus les sons aigus. Ou j'entends les sons, mais on ne peut comprendre les mots. À l'inverse, si quelqu'un crie, je ne le supporte pas. » Les acouphènes et bourdonnements, au début intermittents, s'installent et persistent. Le compositeur entend de moins en moins, alors que des sons trop forts lui font mal. Il a même dû cesser de jouer de l'orgue, tant il ne peut plus supporter la puissance de l'instrument. Les bouts de coton dans les oreilles calment un temps les bruits parasites quand il joue du piano, mais il comprend bien que la situation empire. Il est en train de devenir sourd. Inutile de préciser qu'il ne le vit pas très bien. Ne voulant avouer son mal, Beethoven se coupe du monde et compose dans ces périodes quelques pages un tantinet mélancolique. En 1802, il est au plus bas et prend la plume dans une lettre à ses frères qu'il n'enverra jamais. Elle ne sera retrouvée qu'après sa mort. On l'appellera le Testament d'Heiligenstadt, du nom de la ville thermale d'où il l'a écrite. Homme qui me tenait pour haineux, obstiné, ou qui me dites misanthrope, comme vous vous méprenez sur moi, car vous ignorez la cause secrète de ce qui vous semble ainsi. Mais considérez seulement que depuis 6 ans, un état déplorable m'infeste. Comme alors j'étais ramené durement à la triste expérience de mon ouïe défaillante, je ne pouvais me résigner à dire aux gens « Parlez plus fort, criez, car je suis sourd ». Désespéré, Beethoven pense au suicide, mais il reprend du courage et va apprendre à vivre avec sa surdité. Au fur et à mesure de la baisse de son audition, il tente de trouver des palliatifs. Il commande un piano avec plus de cordes. Il positionne parfois une baguette de bois entre ses dents reliée à la table d'harmonie de son instrument pour mieux en sentir les vibrations. Il commence à utiliser un cornet placé dans l'oreille qu'il relie à un serre-tête afin d'avoir les mains libres pour composer au piano. Car il compose beaucoup. Les sonates, concertos et symphonies s'enchaînent. De la musique de chambre aussi, trios et quatuors audacieux. Il est célèbre et encensé, multiplie les concerts avec beaucoup de succès, même si son unique opéra Fidelio est un échec à Vienne en 1805 et nécessitera des réécritures avant de rencontrer son public. En décembre 1808, il donne pour la dernière fois un concert en tant que pianiste. Après avoir dirigé la célèbre 5e symphonie, puis la 6e, il joue son 4e concerto et achève la représentation par une œuvre étonnante, une fantaisie pour piano, orchestre, chœur et soliste, un dispositif qui ne répond à aucune forme traditionnelle. Et dans la partie chorale, on retrouve un air qui ressemble fortement à celui qu'il avait déjà créé 13 ans plus tôt. Oui, toujours cet air. Et lui encore dont on perçoit subrepticement le thème, 2 ans plus tard, dans une petite romance inspirée d'un poème de Goethe. Beethoven tourne autour de cette ligne mélodique. Il la remanie, la varie, mais ne semble pas encore avoir trouvé la formule définitive. En 1812, il commence à songer à une 9e symphonie alors qu'il est en train d'achever la 8e, mais ne prévoit pas encore d'y inclure la chorale si singulière. En attendant, il traverse une nouvelle période d'abattement après la disparition de son bien-aimé frère. Il compose peu, accumule les soucis personnels et s'enfonce un peu plus dans sa surdité. Si, en 1815, on pouvait encore lui crier dans l'oreille pour communiquer, il se résout à partir de 1818 à utiliser des petits cahiers pour que les gens s'adressent à lui, par écrit. La commande officielle d'une nouvelle symphonie par la Société Philharmonique de Londres en 1817 lui redonne de l'entrain, mais les choses avancent doucement et ce n'est qu'en 1822 que l'idée d'une œuvre orchestrale magistrale à laquelle se mêlera une partie chantée émerge.
Et c'est à ce moment que Beethoven décide de lier la mélodie à laquelle il a déjà travaillé à de nombreuses reprises avec le poème sur la joie de Schiller, qui l'émeut depuis sa jeunesse. Beethoven ne reprend pas le texte entier, mais l'adapte à sa façon. Et au début de l'année 1824, la composition de la 9e symphonie est terminée. Seules 2 répétitions sont organisées. Elles ne semblent pas bien se passer. La partition est longue, dense, difficile. On a dû recruter dans différentes formations, mais aussi chez les amateurs, afin que les instrumentistes et le chœur soient assez nombreux pour assumer la puissante orchestration. Parmi les 4 solistes, les chanteuses se plaignent de notes trop aiguës, et tous constatent bien vite que Beethoven n'est pas vraiment apte à diriger, bien qu'il y tienne. Mais son ami et chef Michael Umlauf est là. C'est lui que les exécutants devront suivre. Et le 7 mai 1824, dans ce majestueux théâtre de Vienne, après d'autres pièces jouées en début de soirée et après 10 ans sans s'être montré, Beethoven entre en scène et la 9e symphonie peut commencer. Le début est un peu déstabilisant. Les cordes vibrent en une harmonie incertaine, une curieuse dissonance qui ressemblerait presque à l'orchestre qui s'accorde. Puis des notes plus précises tombent doucement, et d'autres encore plus franches qui sortent du lointain. Ça y est, ça commence. La tonalité de Ré mineur s'installe, assez sombre. En marge de la partition, Beethoven avait d'ailleurs écrit « Verzweifeln, désespoir », tout un programme. Le premier mouvement continue avec un second thème plus doux, en tonalité majeure cette fois-ci, qu'on associe en général à la gaieté. C'est ensuite une sorte de tension qui s'installe entre 2 thèmes qui se croisent et se rencontrent, même si ce sont bien des sonorités plutôt dramatiques qui ferment cette première partie. Puis vient le deuxième mouvement, un scherzo, morceau habituellement situé en 3e position dans l'ordre symphonique, encore une singularité de Beethoven. Vous entendez ces timbales ? Des percussions qui font l'effet de coups de tonnerre et laissent l'audience interloquée, car on n'est alors pas du tout habitué à les entendre ainsi. Elles servent en général à simplement soutenir l'orchestre. Elles ouvrent une sorte de danse frénétique virevoltante. Et plus tard, ces timbales sonnent derrière l'orchestre encore et encore. C'est pour les oreilles de l'époque une véritable folie. Ainsi que le racontera le violoniste Joseph Böhm, Beethoven gesticule avec fureur, se balance, se redresse et s'écroule comme s'il voulait jouer de chaque instrument. Déjà 25 minutes que la 9e symphonie a commencé et il est alors temps de quitter le fracas et le drame avec l'arrivée du 3e mouvement. C'est un adagio cantabile, c'est-à-dire un mouvement lent et mélodieux qui fait office de repos. L'orchestre est calme, méditatif.
Les charmes des instruments à vent donnent un aspect presque bucolique, une balade heureuse vers un monde paisible. Puis vient le mouvement final. Il va durer plus de 25 minutes, une longueur hors norme, qui correspond par exemple à l'entièreté des symphonies de Mozart ou de Haydn. Il commence par des accords en descente, entrecoupés de sombres frottements d'archets sur les violoncelles et contrebasses. On n'a jamais entendu une telle chose. Et pour donner une cohérence avec tout ce qui a précédé, Ludwig van Beethoven use d'un moyen original, puisque la symphonie va se citer elle-même. Ainsi, toujours ponctuée par les notes lentes et graves des cordes, les thèmes de chaque mouvement sont rejoués, très brièvement. D'abord le premier et son ouverture chevrotante. Puis le deuxième et sa danse. Et enfin, la douceur du troisième. C'est une façon littéralement inouïe de résumer un tout avant l'apothéose à venir. Beethoven en donne d'abord une infime prémisse. Et là, tout commence véritablement. Doucement d'abord, toujours avec les violoncelles et contrebasses, petit à petit rejoints par les altos, les hautbois, puis les violons, et enfin tout l'orchestre, dans une grande fanfare. Et alors que tout semble mener vers une sorte de fin imminente, avec le rappel de l'introduction, la voix du baryton résonne. « Oh Freunde, nicht diese Töne » dit le texte. « Mes amis, pas sur ces tons-là. Entonnons un chant plus plaisant et plus joyeux. » Ces mots ne sont pas ceux du poète Schiller, mais ceux de Beethoven lui-même. Ils servent à introduire le grand hymne qui se prépare à balayer tout ce qui a été fait pour mener à la véritable ode à la joie. Freuden, Freuden, dit le chant. Joie, joie. C'est une annonce, celle du triomphe à venir par cette mélodie que Beethoven a en tête depuis 30 ans. Le baryton commence, puis le chœur et les solistes ensemble. Le chant de joie est lancé et ne s'arrêtera pas. Un deuxième thème est déployé, puis se mélange au premier dans une écriture orchestrale brillante. C'est vif, époustouflant, jusqu'à l'explosion de l'orchestre et du chœur. Le texte évoque des jours radieux, la puissance du bonheur. C'est un débordement de joie. On se croirait face à une conclusion paroxystique, et pourtant non. Ça n'est pas fini. Il y aura encore des variations, puis un passage quasi religieux avant que le vrai final n'arrive, alors que la symphonie dure déjà depuis plus d'1 heure. C'est une apothéose sublime et éclatante. Dans la salle, c'est l'euphorie. Il semble que la musique emplisse vraiment le public de joie jusqu'aux dernières notes. Quand l'orchestre se tait, Beethoven est apparemment un tout petit peu en retard et n'a pas compris que la fin était venue. La chanteuse Caroline Munger s'approche de lui, le saisit doucement à l'épaule et le tourne vers la salle pour que le maestro voie ce qu'il ne peut entendre. Tout le monde exulte en applaudissements. Comme pour mieux le signifier visuellement, on jette les chapeaux, on agite les mouchoirs. Beethoven est tellement ravi et épuisé qu'il manque de s'évanouir avant qu'on ne le ramène chez lui. Un repos bien mérité pour un concert qui deviendra légendaire et une symphonie qui va rapidement s'inscrire dans la mémoire collective. La carrière de la 9e symphonie est lancée et elle va durer. Si la seconde représentation à Vienne, donnée 10 jours après la première, ne fut que moyennement suivie, puisqu'il semble que tout le monde a préféré partir à la campagne en ce beau dimanche après-midi de printemps, elle sera bientôt donnée à Londres, puis Berlin, Dresde et partout en Europe au fil des ans. La 9e symphonie passe d'autant plus pour une œuvre définitive, un aboutissement de l'art musical que Beethoven meurt 3 ans plus tard. Et s'il a encore composé après la 9e, elle demeure sa dernière œuvre majeure.
Schubert, qui assistait à ses funérailles le 29 mars 1827, comme des milliers et des milliers de personnes, dira très vite « Mais que peut-on encore faire après Beethoven ? Il sait tout, mais nous ne pouvons pas tout comprendre encore. » Pourtant si. Pour ce qui est de la 9e, beaucoup comprennent. Wagner décide lui en 1876 de la jouer pour inaugurer le palais des festivals de Bayreuth, qui accueillera ensuite ses propres opéras. Gustav Mahler la dirigera aussi à de nombreuses reprises avec le Philharmonique de Vienne et se revendiquera des influences de Beethoven. Mahler, d'ailleurs, aurait été victime de ce que d'aucuns présenteront comme une malédiction, celle de la 10e symphonie que Beethoven aurait préparée avant sa mort. Beaucoup de ses successeurs seront, dit-on, eux aussi emportés avant de terminer leur 10e opus. Bien que la superstition a été largement construite a posteriori, mais la 9e symphonie de Beethoven passe pour tellement importante qu'on ne peut s'empêcher de nourrir son mythe. Elle sera reprise sans cesse citée, jouée aussi bien à l'occasion de l'anniversaire d'Hitler, qui y voyait la trace du génie allemand, que de la chute du mur de Berlin en novembre 1989. Au début de cette décennie 80, elle est même devenue une sorte d'étalon au moment de la mise au point du disque compact. Il semble, en effet, que les fabricants Sony et Philips se mettent d'accord sur la taille du disque et donc sa durée pour y faire entrer la 9e symphonie en entier. Là aussi, la légende prend vite le pas. Et on ne sait, selon les versions, si c'est un PDG de Sony, son épouse ou le grand chef d'orchestre Herbert von Karajan, consulté pour l'occasion, qui est à l'origine du choix de 74 minutes. C'est d'ailleurs le même Karajan qui adapte l'air de l'Ode à la joie pour en faire, à la demande des instances officielles, l'hymne européen. Le monde n'en finit plus de rendre hommage à cette flamboyante 9e symphonie, qui est la première partition musicale à être inscrite en 2001 au patrimoine de l'UNESCO. Et on s'étonnerait presque que l'image de Beethoven demeure celle d'un homme taciturne et ombrageux, alors que son œuvre la plus admirée est celle qui prône justement le triomphe de la joie. Oublions donc la vision de l'homme seulement morose et restons sur sa musique. Europe 1, historiquement vôtre. Thierry Geffrotin, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. L'image de Beethoven fixée dans la postérité est celle d'un homme au caractère ombrageux et taciturne. Mais il était bien plus, Thierry. Comment vous définiriez l'homme ? Alors en effet, il était taciturne, ombrageux. Il était très attachant aussi d'une certaine manière parce qu'il était très maladroit physiquement. Il cassait beaucoup de vaisselle. Maladroit aussi dans sa manière d'être avec les autres. En fait, il manquait de tact. Il dit Beethoven ce qu'il pense au moment où il le pense. Alors ça l'amène à parfois être assez violent avec ses interlocuteurs. Puis dans les 10 minutes qui suivent, il peut redevenir charmant. Donc c'est quelqu'un qui est plein de contradictions. Il est têtu, il est fier. Et voilà, il est pas facile, mais il est très très attachant. Goethe dit de lui que c'est une personnalité tout à fait sauvage, mais bon, c'est quelqu'un de policé quand même. Et surtout, je crois, ça il faut retenir ça de Beethoven, qui pas forcément toujours taciturne, ombrageux. Il a un cœur en or et c'est un esprit, on va dire sublime. Beethoven, voilà, c'est quelqu'un de hors du commun. Thierry Geffrotin, on célèbre aujourd'hui les 200 ans de la création de la 9e symphonie de Beethoven, le 7 mai 1824 à Vienne. Quelle est pour vous la place de cette symphonie dans l'histoire de la musique ? Alors, de même, je pense qu'il y a un avant et un après Beethoven. Ça, c'est dans l'histoire de la musique. On dit qu'il est le dernier compositeur classique ou le premier des romantiques. De même, il y a un avant et un après la 9e symphonie. Après cette symphonie, tous les compositeurs, même les plus grands, vont vivre avec cet héritage qui est un héritage très très lourd à porter parce que cette symphonie, elle est hors norme. Vous l'avez fort bien raconté, c'est démesuré, c'est très novateur, inattendu en 1824. Et après 1824, le monde symphonique n'est plus le même. De même qu'il y a un monde entre la première symphonie du même Beethoven et la 9e, mais après, c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Évidemment, tous les compositeurs devront quelque chose à Beethoven. Je disais les plus grands, c'est-à-dire Brahms notamment. Il n'ignore pas, il n'essaie pas de faire du Beethoven. Il fait du Brahms, mais cette 9e marque un tournant dans l'histoire de l'art. La 9e symphonie est donc un tournant majeur dans l'histoire de la musique. Ceux qui assistent à sa création, ce 7 mai 1824, est-ce qu'ils en ont vraiment conscience ?
Sait-on déjà que cette symphonie est amenée à entrer dans l'histoire ou pas ? Alors, le public, en effet, a ovationné cette symphonie. Dire qu'ils sont conscients que c'est un moment historique, je ne sais pas. En tout cas, on n'attend pas la fin de l'œuvre pour applaudir. Donc, on sait que c'est une très très belle œuvre, qui commence d'ailleurs très mystérieusement. C'est assez incroyable, comment cette espèce de chaos qui annonce la symphonie, qui sera ensuite donnée dans de nombreux pays. Elle est redonnée donc à Vienne assez vite. Elle va être redonnée à Londres, puis à Francfort-sur-le-Main. Elle va être créée à Aix-la-Chapelle. À Paris, elle sera créée en 1831. Donc, on attend un peu quand même avant de la programmer. Les Français n'ont pas toujours bien compris Beethoven. Mais il est clair qu'il y a déjà eu un grand tournant. C'est la symphonie héroïque. Ça, c'est déjà un grand tournant. Cette symphonie, pour les premiers auditeurs, ils sont quand même conscients d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Notamment, il y a un critique d'un journal de Leipzig qui dit « Je souhaiterais la réécouter au plus vite ». Parce qu'il a bien senti qu'une seule audition, ça ne suffisait pas. Il faut dire aussi que ce même critique dit 3 répétitions, parce qu'on ne sait pas s'il y a eu 2 ou 3 répétitions. 3 répétitions, c'était insuffisant. Mais en le voyant sur scène, est-ce que le public a conscience que c'est certainement la dernière symphonie de Beethoven ? Alors, sans doute et sans doute pas, parce qu'il y a une telle énergie dans cette musique, on peut se dire que le compositeur n'a pas fini de composer, qu'il est toujours là, même si on sent bien qu'il est diminué par sa surdité. Il a 54 ans au moment de la création de la 9e symphonie, ce qui n'est pas âgé, mais Beethoven est déjà 3 ans après, il meurt. Donc je pense que le public peut croire qu'il y aura une autre symphonie, mais j'imagine, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire derrière ça, quoi. Un mot, Thierry, sur le choix du texte que Beethoven met en musique pour sa 9e symphonie, l'Ode à la joie de Friedrich von Schiller. Quel message veut-il faire passer à travers ce poème ? Quelle symbolique il y a derrière ça ? On peut rappeler d'ailleurs que c'est devenu l'hymne officiel de l'Union européenne. Oui, alors évidemment c'est une ode à la liberté. Le mot à la fraternité aussi. Voilà, à la fraternité, les hommes, une cité idéale en quelque sorte, des hommes qui sont tous amis. Alors le texte de Schiller, Beethoven l'a retravaillé et il n'a pas pris toutes les strophes du poème parce que notamment il met de côté Beethoven le côté chanson à boire qu'on trouve aussi dans ce poème, notamment. Il est dit, frères, d'un bond levez-vous de vos sièges quand circule la haute coupe pleine de vin. Bon, alors ça, c'est pas dans le texte de la 9e, mais il faut pas l'oublier, ça. D'un autre côté, il n'en fait pas un hymne politique. Dans le texte d'origine de Schiller, il est question de se libérer des chaînes. Donc c'est vraiment la joie, la fraternité que Beethoven veut mettre en avant, et puis l'idée d'un Dieu, qui réunit les hommes. Intéressons-nous au processus de création de Beethoven. Comment naissent ces compositions ? J'ai raconté dans mon récit que près de 30 ans avant la création de la 9e, il a composé une mélodie qui semble en être une préfiguration, comme une esquisse en quelque sorte. Alors, le processus de création, c'est un mystère, vraiment, et c'est un processus très long. On le voit bien, d'ailleurs, à travers les différents extraits, soit de la fantaisie pour piano, orchestre, soliste et chœur de 1808, où on retrouve, il y a une familiarité avec l'Ode à la joie, avec les leaders aussi qu'il compose en 1795, où ce thème est déjà balbutiant. Mais quand on part d'une toute petite mélodie pour voix et accompagnement de piano pour arriver à la 9e, qui est démesurée, avec 4 solistes, un chœur immense, il faut réunir plusieurs chorales, un orchestre également on a plus de 100 artistes au final, en comptant les musiciens, les chanteurs, les instrumentistes. Voilà, on est parti d'une toute petite cellule et on arrive. Et là, il y a quand même un mystère, sachant que Beethoven note tout ce qu'il a en tête. Il a des cahiers d'esquisses, il note tout parce qu'il se dit que ça va servir. Donc le processus est très lent, il y a beaucoup de maturation, ce n'est pas d'un jet, quoi. Mais ça, on se doute quand on voit cette mélodie composée en 1795 et cette 9e de 1824. Thierry Geoffrotin, Beethoven crée la 9e symphonie en 1824, 10 ans après la 8e. Pourquoi il y a
tant de temps entre les deux œuvres? Alors, bon, déjà, il n'est pas resté totalement inactif. Il compose des œuvres majeures. Je pense à l'Hammerklavier, dont l'un des grands pianistes du XXe siècle, Paul Bádura-Skoda, grand artiste et grand connaisseur de Beethoven, disait que c'était, pour les pianistes, la 9e du clavier, quoi. Donc, il compose des grandes œuvres, les variations Diabelli également pour piano. Il compose la Missa Solemnis, un cycle de Lieder, enfin d'autres compositions. Donc, il n'est pas inactif. Alors c'est vrai qu'il travaille moins parce que il a des problèmes personnels. Il est malade, il est souvent dépressif, Beethoven, quand il arrive à la maturité de l'âge. Et puis cette 9e lui demande beaucoup de temps. Quand il commence à décider de s'y mettre sérieusement, c'est-à-dire à sortir les cahiers d'esquisses et à commencer à vraiment travailler à la composition, c'est beaucoup de temps. Parce que l'écriture d'une symphonie, c'est énorme. Même quand on n'est pas musicien, il faut s'amuser, on peut le trouver sur Internet, à regarder la partition de la 9e. C'est vraiment une œuvre d'art comme une cathédrale. Visuellement, on se rend compte que c'est un travail de titan, quoi. Donc, il y a beaucoup de temps entre la 8e et la 9e pour beaucoup de raisons qui tiennent à la fois à des raisons artistiques et des raisons tout à fait personnelles. Ces années-là, vous avez raison de le souligner, Thierry, marquent aussi celle de l'inéluctable évolution de sa surdité. Ça a été un drame pour Beethoven, j'imagine, de ne plus entendre ses œuvres, mais il a continué. Quel était son moteur ? Je pense que Beethoven considère qu'il a une mission. Pour lui, la musique met les hommes au niveau de Dieu. L'humain se trouve élevé par l'art, et lui, son art, c'est la musique, et il se doit à son art. Cet art n'a pas de limite, et même s'il devient sourd, il continue à travailler. Beethoven dit de lui qu'il est un artiste véritable. C'est une mission qu'il a. Il fait pas de l'art pour faire joli, pour plaire. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est vital pour lui. Donc, le moteur, c'est ça. C'est sa vie, en fait, tout simplement. La symphonie, c'est le genre noble par excellence pour un compositeur, n'est-ce pas ? Oui, alors, dans la musique classique, les genres sont très variés. L'opéra, notamment à partir du XVIIe siècle, la musique religieuse. Mais la symphonie, à partir de la fin du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle et au-delà, tient une place très très importante. Parce que déjà, écrire une symphonie, c'est une épreuve de force à écrire. Et quand on est spectateur, quand on va assister à un concert et qu'on entend une symphonie, on se rend bien compte qu'on assiste à un moment de musique assez extraordinaire. Je dis ça quand on est au 19e siècle et qu'on n'a pas la radio, la télévision, les disques et toutes les sources possibles. On assiste à un concert, c'est vraiment un moment extraordinaire. En plus, le 19e siècle voit s'ouvrir des salles de concert, des endroits où l'on peut accueillir ce genre de formation importante. Donc, le genre symphonique va devenir un genre majeur. Et puis, pour un compositeur, c'est l'affirmation qu'on est un grand compositeur que d'écrire une symphonie qui, techniquement, exige une grande connaissance de toute la palette instrumentale, des cordes, des bois, des cuivres. Avec Beethoven, il donne une place très importante au timbale. Ça aussi, c'est la preuve d'une audace, mais d'une grande connaissance de tous les instruments qui composent un orchestre. Justement, est-ce que vous voyez une évolution entre la première et la 9e symphonie de Beethoven ? Oui, il y a un monde entre la première et la 9e. Alors la première, elle date de la fin, on va dire 1800 pour faire simple. C'est l'héritage de Mozart et de Haydn. Voilà, c'est une symphonie déjà qui a la patte de Beethoven, mais on est tourné vers les illustres anciens, Mozart et Haydn, dont ils se situent comme étant leurs héritiers. Et puis après, il va au fur et à mesure de sa maturité et de sa connaissance de son métier, il va passer des caps. L'héroïque est un autre cap. Et on voit bien qu'entre la première et la 9e, il y a un monde. C'est toujours du Beethoven, mais dans le premier cas, il a 30 ans. Je ne veux pas dire qu'il apprend encore, mais il débute dans le genre symphonique. Et 1824, il a 54 ans, et c'est plus le même homme, à tout point de vue. Sans doute marqué par la surdité, mais aussi par tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a composé. Richard Wagner parle de la 9e symphonie de Beethoven comme de la dernière symphonie. C'est un aphorisme ou il y a un fond de vérité ?
Alors, je pense que c'est un mot. Alors, c'est la phrase d'un admirateur, d'un fan absolu. Mais nous avons le recul, nous, que ce n'est pas la vérité, parce que Brahms, Schumann, Berlioz, Mahler ont écrit des symphonies. Au XXe siècle, on a écrit des symphonies. Shostakovich a écrit des symphonies, le Finlandais Sibelius. Donc, comme Wagner avait dit à propos de Don Giovanni, l'opéra de Mozart, que c'était l'opéra des opéras, là, il fait un mot qui traduit, je pense, son enthousiasme et l'admiration qu'il porte à Beethoven. Thierry Geffrotin, Beethoven meurt en 1827, 3 ans après la création de la 9e symphonie. Est-ce qu'il existe quelque chose d'une 10e symphonie, même une ébauche, une esquisse ? Alors en effet, il y a des esquisses d'une 10e symphonie. Alors il y a un grand spécialiste de Beethoven, un musicologue anglais qui s'appelle Barry Cooper, qui a assemblé, on va dire ça comme ça, ce travail pour faire une 10e symphonie. Le résultat, ça vaut ce que ça vaut, et c'est en deçà de la 9e. De toute façon, c'est pas vraiment du Beethoven, hein. Il aurait travaillé jusqu'au bout, Beethoven. Donc ce qu'on a, ce sont des esquisses. Mais on sait en effet que Beethoven a commencé à noter des idées pour une 10e symphonie avant même de terminer la 9e. Il avait fait d'ailleurs la même chose pour la 5e et la 6e symphonie. Donc il travaille en parallèle, mais davantage pour la 9e, mais il travaille en parallèle sur la 9e et la 10e symphonie. Ce que l'on a, alors ce sont parfois une ligne sans clé, c'est parfois illisible, c'est difficile à interpréter. Des chercheurs ont vraiment travaillé de manière sérieuse dessus, notamment dans les années 60. Finalement, ce qu'on va appeler la 10e symphonie de Beethoven, pour faire simple, a été présentée lors de recherches approfondies sur Beethoven. Ça a été enregistré, ça a été donné pour la première fois il y a maintenant presque 40 ans. Voilà, bon, c'est pas très convaincant. Je pense qu'allez, on va aller jusqu'à 9 et puis on se dira qu'il n'y a pas de 10e symphonie. Non, vous avez raison. Merci beaucoup Thierry Geffrotin de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de la 9e symphonie de Beethoven. Et pour découvrir la 9e symphonie en images, je vous recommande le formidable documentaire La 9e de Beethoven, réalisé par Carmen Belach et diffusé ce soir à 21h sur Arte. Et quant à vous Thierry Geffrotin, je rappelle que votre dernier livre, dont on a parlé ici même il y a quelques semaines, Mozart en tournée, est paru aux éditions Éric Bonnier. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Demain, 8 mai oblige, je vous raconte Vichy, la ville du régime. D'ici là, bon après-midi sur Europe 1. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.